je suis Laurence Salomon, chef du restaurant Nature et Saveurs à Annecy depuis 10 ans. Donc, j'ai créé ce restaurant par passion, puisque mon premier métier c'est la naturopathie. Je suis naturopathe de formation, mais passionnée de cuisine et nutrition. J'ai vraiment été enthousiaste à l'idée de travailler avec Björg, parce que c'était faire le lien entre une cuisine spontanée, donc qui est faite tous les jours, donc dans la fraîcheur, et puis l'industrie agroalimentaire. Comment appliquer ce que je fais moi tous les jours dans ma cuisine originelle à des produits qui ont quand même des contraintes de conservation et puis qui sont faits en quantité beaucoup plus importante. Et alors que je pensais que ça n'aurait pas pu être possible, eh bien si, parce que Björg a justement cette volonté d'aller vers plus de naturalité, plus d'authenticité, d'aller vers le vrai bio, où on s'intéresse autant à la qualité intrinsèque des produits et à vraiment à leur qualité vitale, mais aussi à la façon de les transformer entre eux pour créer des plats, des produits plus lisibles, plus épurés et qui ont forcément donc une assimilation, une meilleure assimilation en tout cas au niveau de la physiologie de notre digestion. Pour moi, il est évident que l'alimentation, l'aliment, a un impact énorme sur nos organismes, sur notre santé, puisqu'on ingère en fait des aliments qui ensuite vont devenir une part vivante de nous-mêmes. Donc si ces aliments sont trop éloignés de leur nature originelle, de comme la nature nous les a donnés, eh bien forcément, ça crée sur des temps plus ou moins longs des incompréhensions métaboliques, on va dire, qui se traduisent par des perturbations comme les maladies de civilisation, des cancers plus importants d'année en année et des maladies métaboliques comme le diabète, les pathologies cardiovasculaires et autres. Donc, bien entendu que pour moi, l'alimentation a un rôle prépondérant. C'est d'ailleurs un des pôles majeurs de la naturopathie, c'est d'agir avant tout sur la façon et sur la qualité des ingrédients que l'on ingère chaque jour. Alors, la bionutrition, en fait, c'est surtout basé sur le fait de consommer des ingrédients biologiques. Pourquoi biologiques? Eh bien déjà, parce qu'ils sont plus dans la logique de la vie, en fait, hein. Parce qu'ils sont déjà cultivés dans le respect de la nature des sols. La bionutrition, donc, telle qu'elle est appliquée chez Björg, ça rentre donc dans une charte nutritionnelle. Quand on utilise du sel, c'est bien entendu du sel marin non raffiné, hein, qui est riche en oligo-éléments, en minéraux. Au niveau du sucre, c'est d'utiliser du sucre brut ou du sirop d'agave et d'éviter absolument le sirop de glucose-fructose. Ce sont aussi des listes d'ingrédients courtes. Ça, c'est très important pour une bonne lisibilité et rapide lisibilité du produit et d'éviter notamment aussi tous les ajouts d'additifs multiples. D'utiliser aussi des ingrédients, donc, comme je le disais tout à l'heure, complets, notamment au niveau des céréales, hein, des farines complètes. Et puis bien sûr au niveau des recettes, d'équilibrer chaque recette pour avoir des produits qui nutritionnellement sont bons, parce que ça c'est bien entendu primordial. Quand vous faites vos courses, il est important de lire les étiquettes. Lire les étiquettes, pourquoi? Déjà, privilégier ceux qui ont des listes d'ingrédients courtes. Ça offre une lisibilité rapide. Déjà, on ne perd pas du temps à tout détailler. Et puis ensuite, quand on lit en détail, bien entendu, ces ingrédients, c'est d'éliminer ceux qui contiennent trop d'ingrédients que vous ne connaissez pas. Donc il est vraiment important d'avoir toujours ça en tête, déjà de regarder les étiquettes, souvent on ne les lit pas, de prendre des listes courtes et dès qu'il y a trop de produits, on va dire chimiques, hein, de ne pas acheter, tout simplement. Ajouter du sucre dans les produits salés est aussi une aberration. On le fait souvent parce que le sucre est un stimulant des papilles, un exhausteur de goût, comme le sel d'ailleurs, hein. Donc on trompe un petit peu notre palais. C'est jouer dans la facilité. Et dans les produits Björg, justement, on s'interdit le sucre dans les produits salés, comme par exemple le coulis de tomate.
il n'y a absolument pas de sucre rajouté. Il faut choisir les bons sucres. Donc, en industrie alimentaire classique, on a l'habitude de raffiner le saccharose et de raffiner aussi l'amidon des céréales. Donc, le saccharose raffiné, on va donner donc bien entendu le sirop de glucose ou tout simplement le sucre blanc. Et puis l'amidon des céréales raffinées, notamment le maïs, va donner le fameux sirop de fructose, de glucose-fructose. Donc il faut éviter de consommer ces sucres qui sont complètement démunis de leurs nutriments et qui ont un impact glycémique très très important au niveau du pancréas. Donc le pancréas va être sursollicité, il va produire beaucoup d'insuline, on va donc l'épuiser à la longue et en plus cette insuline favorise la mise en réserve des sucres excédentaires sous forme de graisse notamment. Donc ces sucres favorisent et le diabète par un affaiblissement du pancréas et l'obésité par les graisses mises en réserve par le biais de l'insuline. Donc il faut privilégier en fait les sucres issus de l'amidon des céréales et puis aussi les sucres plus naturels comme ceux des fruits. C'est le cas donc chez Bjorg par exemple, les compotes ne sont sucrées qu'avec les sucres originels présents dans le fruit. Privilégier le sucre de canne brun qui est plus riche en fibres, en oligo-éléments, en vitamines, en minéraux. Et puis pourquoi pas aussi un sucre comme le sirop d'agave qui a un index glycémique très bas et qui donc ne sollicite pas beaucoup le pancréas et qui en plus a un pouvoir sucrant très très élevé, donc on en met moins. Chez Bjorg, on s'interdit également d'utiliser le sirop de glucose-fructose qui peut paraître un ingrédient intéressant, un peu naturel comme ça, en consonance, parce qu'on entend fructose, on se dit tiens, ça vient du fruit, mais pas du tout. Ce sirop de glucose-fructose a été énormément consommé, notamment depuis des dizaines d'années aux États-Unis, en remplacement du sucre, du saccharose, parce que c'est beaucoup moins cher. Ça a un pouvoir sucrant bien plus élevé, 20 à 40% plus élevé que le saccharose. Et donc il est issu du maïs en fait, de la dégradation surtout de l'amidon des céréales et surtout du maïs, par des procédés chimiques, physico-chimiques. Et ce sucre, on a remarqué à la longue qu'il augmentait les lipides sanguins, donc il favorisait vraiment l'obésité, qu'il diminuait aussi le sentiment de satiété, donc on a tendance à manger plus, et qu'il, à la longue aussi favorisait bien entendu le diabète, avec une moindre résistance à l'insuline. Donc ce sucre est vraiment à bannir, il est responsable notamment de l'obésité aux États-Unis. Et bien entendu, chez Bjorg, on se l'interdit, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux produits bio. Donc surtout, lisez bien les étiquettes et dès que vous voyez sirop de fructose ou glucose-fructose ou fructose-glucose, on n'achète pas. L'huile de palme aussi, que l'on retrouve dans les biscuits ou dans les margarines biologiques que l'on utilise notamment pour faire des pâtes à tarte et qui sont souvent combinées avec de l'huile de tournesol oléique. Donc on a la graisse de palme mêlée à l'huile de tournesol oléique. Et bien cette graisse de palme, elle est très très utile pour faire des biscuits et avoir le craquant. Il n'y a vraiment qu'avec elle qu'on réussit à avoir cette texture et en plus qui se conserve bien dans le temps. C'est pour ça qu'elle est autant utilisée dans l'industrie agroalimentaire. Et le problème, c'est qu'elle est surconsommée. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre les biscuits qu'on va acheter dans le commerce et puis ceux qu'on fait soi-même, où là, on y mettra par exemple un peu de beurre ou d'huile d'olive. Voilà, trouver un équilibre. Parce que l'huile de palme en elle-même, quand elle est raffinée, non pas avec des solvants, mais mécaniquement, donc désodorisée mécaniquement, extraite mécaniquement, et qu'elle est issue de forêts gérées durablement, donc où l'écologie est respectée, eh bien cette graisse de palme, c'est effectivement une graisse végétale saturée, mais qui est naturellement saturée. Elle n'a pas été saturée par des traitements chimiques. Et donc l'organisme s'en accommode très bien et même ça lui est utile puisque pour bien fonctionner, l'organisme a besoin d'acides gras polyinsaturés et monoinsaturés, mais aussi de graisses saturées. On a aussi besoin de graisses saturées, mais saturées naturellement.
Il est important de privilégier les céréales complètes ou semi-complètes parce qu'en fait, le fait de surraffiner comme on le fait, c'est un véritable gâchis nutritionnel, puisqu'on va abraser les enveloppes des céréales, mais de façon trop importante pour ne garder que l'amidon. Or, l'amidon, ensuite, se transforme en sucre rapide, puisqu'il n'y a plus les nutriments et plus les fibres pour ralentir l'assimilation. Donc, en consommant des céréales complètes ou semi-complètes et des farines aussi complètes, eh bien, on a donc des glucides complexes qui sont plus riches en fibres déjà, ça c'est très important pour l'équilibre intestinal, pour ralentir aussi l'assimilation des sucres et se prémunir du diabète par exemple, et puis aussi au niveau de l'assimilation des graisses. Quand on mange plus de fibres, on métabolise mieux les graisses dans l'organisme. Donc les céréales complètes et mi-complètes, du fait aussi qu'elles soient plus riches en nutriments, ont des saveurs aussi plus prononcées. Et ça, c'est très important dans tous les produits Bjorg qui en bénéficient, notamment les biscuits, les pâtes et toutes les préparations à base de ces céréales. Point très important à noter, c'est que quand on consomme des farines complètes, des céréales complètes, il faut absolument qu'elles soient bio, puisque là, on consomme donc l'extérieur de l'amande du grain, et si ces céréales ont été traitées, eh bien, on va ingérer tous ces produits de traitement chimique. Donc c'est très important d'utiliser des farines complètes et céréales complètes vraiment bio. Il est certain qu'il est très important de bien choisir les huiles. L'organisme, donc au niveau de nos cellules, est fait donc au niveau des membranes cellulaires de phospholipides, et on a aussi également beaucoup de graisse d'huile, en fait, d'acides gras dans le cerveau. Donc on a vraiment besoin de consommer des huiles, mais les bonnes. Alors, il faut bannir bien sûr toutes les huiles qui sont raffinées. On en revient encore à ces problèmes de raffinage. Et le raffinage en fait des huiles qui est fait chimiquement avec des solvants et des traitements physiques aussi agressifs puisqu'on les monte trop haut en température, eh bien transforme ces graisses, et on dit à ce moment-là que l'on a des acides gras trans. Et ces acides gras trans, l'organisme ne les reconnaît plus puisqu'ils sont trop éloignés de notre naturalité en fait, tout simplement. Alors, il les stocke plus ou moins, c'est favorable notamment à l'artériosclérose, aussi à l'obésité aussi, parce que ce sont des graisses qui ne circulent pas bien. Alors, il faut donc privilégier les huiles première pression à froid, non raffinées, d'olive, bien sûr. L'olive, c'est vraiment l'huile de référence, c'est celle qui est la plus en affinité avec la composition notamment de notre sang. Mais également l'huile de colza qui est très intéressante parce qu'elle complète bien l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive donc est riche en acides gras monoinsaturés, et l'huile de colza c'est plus en acides gras polyinsaturés, donc les fameux oméga 3. Donc je dirais que le trio olive, colza, sésame offre vraiment un bel équilibre en nature d'acides gras. Au niveau d'utilisation des huiles, c'est vrai que l'huile d'olive est bien vraiment pour consommer crue, donc en assaisonnement, mais aussi pour la cuisson. Elle supporte environ 200 degrés. Donc tant qu'on ne l'a pas faite fumer, notamment dans la poêle ou dans la casserole, ça lui convient parfaitement. Donc il ne faut pas la faire frire, il faut éviter de la faire fumer, mais comme de toute façon toutes les huiles, dès qu'on atteint le point de fumée, ça veut dire que l'huile est endommagée. Donc l'huile d'olive pour les assaisonnements et la cuisson, on peut également la mettre dans des pâtisseries, ça va aussi bien dans le sucré. Pour consommer cru, on privilégiera de toute façon l'huile de colza, l'huile de sésame qu'on ne peut pas cuire, qu'il faut éviter de cuire. Dans les produits Bjorg, on utilise du sel marin non raffiné. Pourquoi? D'abord parce qu'il est plus riche en saveurs, en arômes. Ça, c'est très important. C'est le cas notamment de tous ces produits qui sont moins raffinés. Il y a plus d'arômes, donc on se régale plus. Ça, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, le sel blanc qui, lui, ne contient plus que du chlorure de sodium pur. Eh bien, par contre, le sel non raffiné, lui, contient bien entendu le chlorure de sodium. C'est lui qui est d'ailleurs l'exhausteur de goût, ce chlorure de sodium. Mais aussi les oligoéléments comme le magnésium, le potassium, qui est un élément très important, parce qu'en fait, au niveau du chlorure de sodium, le potassium
à l'intérieur de notre organisme au niveau du fonctionnement de la cellule, c'est vraiment son pendant. La cellule en a besoin pour bien fonctionner. Donc en raffinant le sel, malheureusement, on le démunit aussi de son potassium, ce qui est une aberration. Donc en consommant du sel marin non raffiné, comme on trouve dans tous les produits Bjorg, eh bien, on rééquilibre comme ça le fameux couple sodium-potassium. Dans le soja, il y a des éléments très intéressants, comme notamment les protéines. Des protéines, les 8 acides aminés essentiels sont présents. Donc là, c'est vraiment une protéine végétale complète qui s'assimile très bien, qui s'apparente à une protéine en fait animale, de même valeur biologique. Il y a aussi des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, des acides gras en quantité minime mais insaturée, donc très intéressant. Et puis il y a des éléments protecteurs, notamment les flavonoïdes, qui auraient des potentiels anticancéreux reconnus avec des études très sérieuses qui ont été menées notamment par rapport à l'incidence de ces maladies en Chine et au Japon. Le soja est un élément, un ingrédient, un aliment très intéressant dans la consommation alimentaire. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le seul qui peut s'apparenter au lait, c'est-à-dire on peut faire des yaourts avec le lait de soja, ce qu'on ne peut pas faire avec les autres laits végétaux. On peut faire des crèmes, on peut faire comme un peu aussi des fromages avec le tofu. Et de ce fait-là, ça permet d'équilibrer le végétal et l'animal, de moins consommer de produits laitiers, qui ont des atouts nutritionnels intéressants, mais qui, en trop grande quantité, posent problème. Il y a plusieurs types de repas, on peut en conseiller en fait 3 pour avoir vraiment des repères. Donc il y a plus le repas qui sera... Alors on va partir de la protéine en fait, qui est le centre du repas. Donc si le repas est centré sur une protéine animale, il est bien de l'accompagner d'une céréale ou d'un tubercule, comme par exemple la pomme de terre, et puis d'accompagner bien sûr avec des légumes et des fruits. Ensuite, on peut y adjoindre de façon ponctuelle un petit peu de produits laitiers. Voilà. Ensuite, on a le deuxième type de repas qu'on va appeler plus repas mixte, donc toujours axé sur une protéine, donc animale, viande ou poisson. Et puis là, en moindre quantité par contre, au niveau de la quantité de la protéine animale. Et là, on va supplémenter justement en protéines en ajoutant une légumineuse. De nombreuses traditions l'ont fait, ce type de plat. On peut même ajouter aussi un peu de céréales, comme par exemple le couscous. Avant, traditionnellement, c'est un plat donc, qui rassemblait un petit peu de viande pour donner du goût, l'association céréales-légumineuses qui complétait en protéines, et puis beaucoup de légumes. On a un troisième type de repas, toujours axé sur une protéine, mais là qui va être complètement végétal. C'est l'association, la fameuse association céréales-légumineuses. Donc on a au cours de ce même repas, c'est très important, au cours du même repas, une céréale, une légumineuse, complétée par des légumes crus et cuits, par exemple. Et puis on peut avoir ensuite des fruits, éventuellement un petit peu de produits laitiers aussi en dessert. Et donc le fait d'associer céréales et légumineuses, en fait, on les complète au niveau de leurs acides aminés essentiels. C'est-à-dire les acides aminés qui sont manquants dans l'un, on les retrouve dans l'autre. Donc consommés au cours du même repas, on a donc ce que l'on appelle des protéines de haute valeur biologique assimilables, bien assimilables, mais celles-ci sont végétales. Alors l'intérêt de ces protéines, c'est qu'elles sont dénuées de graisses saturées. Elles sont beaucoup plus riches en fibres, ce qui n'est pas le cas des protéines animales, en fibres et puis aussi en éléments bioactifs comme les fameux antioxydants. Il y a également plus de minéraux, de vitamines, d'oligoéléments. Donc on a vraiment là des ingrédients de haute valeur biologique et qui en plus grèvent beaucoup moins le budget que les protéines animales. Quand on a compris l'articulation de ces 3 types de repas, eh bien, là, ce qui est intéressant, c'est d'équilibrer sur, par exemple, la semaine et de manger environ 2 fois par semaine de la viande, 2-3 fois du poisson. Et puis ensuite, d'être beaucoup plus dans des repas axés sur le végétal, avec par exemple l'association céréales légumineuses, ou alors aussi avec du soja, sous forme par exemple de tofu. On a aussi des repas avec un peu les œufs, ou alors céréales légumineuses et puis un petit peu de produits laitiers.
Voilà, de vraiment équilibrer ce type de repas entre eux. Et écologiquement aussi, c'est très très important pour l'avenir de la planète, pour pouvoir nourrir dans un avenir proche les 10 milliards d'êtres humains qu'il y aura sur Terre. Il faut de toute façon moins consommer de protéines animales, puisque pour produire 1 kg de viande, il faut environ 7 kg de céréales et 15 litres d'eau. Donc on ne pourra plus dans l'avenir en consommer autant. Et il est important de diminuer même les portions au sein d'un repas. C'est-à-dire que 150 grammes de viande, c'est trop, 150 grammes de poisson, c'est trop. 120 grammes, c'est largement suffisant. Par contre, on peut compléter avec les algues, par exemple, au niveau du poisson. Les algues qui sont très riches en nutriments et notamment aussi en protéines. Et c'est intéressant chez Björk de constater qu'en grande surface, on trouve des algues. Ça, c'est vraiment formidable.